Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère. Donc merci d'être là ce soir. Il est l'auteur d'un rapport d'information sur la gratuité des transports collectifs. Voilà, merci. Bonsoir à tout le monde. Moi, je suis très heureux d'être ici parmi vous et très heureux quand la gauche est unie. C'est vrai qu'on a réussi à le faire. Moi, je suis issu d'une liste sénatoriale d'une gauche écologiste rassemblée. On est en train de le faire et de poursuivre en tout cas sur Grenoble avec Éric Piolle. Et donc je pense que là, on a aussi une très belle initiative. Et donc moi, je remercie toute l'équipe de Saint-Étienne demain, de Pierrick Courbon, et lui souhaite bien sûr une très bonne chance. Et puis je suis heureux de rejoindre Jean-Claude Tissot, mon collègue sénateur. On se voit régulièrement. Donc comme il a été dit, moi j'ai eu la chance, et c'est une des possibilités qu'on a au Sénat, d'être rapporteur d'une mission d'information sur la gratuité des transports. Peut-être vous expliquer ce qu'est une mission d'information. Donc cette possibilité qui nous est donnée au Sénat, on avait fait cette proposition, enfin moi j'avais fait cette proposition à mon groupe CRCE, parce que à la fois c'était une question, la gratuité, qui m'intéressait. Je dirais la gratuité au sens large, parce qu'au départ on avait vraiment réfléchi plutôt à cette question de la gratuité, et puis on l'a recentré sur la gratuité des transports, et surtout en se disant que c'était vraiment une question qui faisait débat sur l'ensemble de notre pays, donc ça c'était quelque chose qui s'est fait au mois d'avril, qu'on se disait qu'avec l'arrivée des municipales, le débat des municipales, ça allait être un sujet qui de toute façon allait s'emparer l'ensemble des listes. Et on le voit, je pense que même au-delà de ce qu'on pouvait penser, parce qu'il ne se passe pas un endroit où cette question-là en tout cas n'est pas débattue. Et donc on s'est dit c'était peut-être le bon moment justement d'utiliser le Sénat pour travailler sur cette question. Peut-être prendre un petit peu de hauteur, essayer de vraiment balayer sur à la fois les différentes villes qui avaient mis en place la gratuité, là où ça n'avait pas marché, d'aller voir à l'étranger, en fait d'avoir un balayage très large. On a le sentiment que c'était utile et que souvent on avait une approche très frontale de la gratuité, on est pour, on est contre, et qu'il fallait peut-être sortir de certains a priori. Donc par l'intermédiaire de mon groupe, on a demandé cette mission d'information qui est composée de 27 sénateurs. C'est comme ça que ça se passe sur les missions d'information et à proportion de la représentation politique du Sénat. Donc une mission forcément plutôt à droite, puisque le Sénat, je ne peux pas rien vous apporter, est plutôt largement à droite. Moi j'étais le seul représentant de mon groupe. Comme c'est nous qui avions demandé cette mission, j'ai donc eu la chance d'être rapporteur, et puis il y avait une présidente de la mission qui était Michèle Vullien, une sénatrice du Rhône, qui avait été présidente du CITRAL, l'organisme de transport du Rhône, de la région lyonnaise. Ce qui était intéressant, c'est qu'on est vraiment parti, à la fois avec moi, a priori positif, voire très positif sur la notion de gratuité, et puis Michèle Vullien, la présidente, centriste, qui elle était, je dirais, farouchement opposée à la gratuité. Au début, on s'est dit, oula, ça va être compliqué. Et puis en fait, je trouve que ça a même été quelque chose d'intéressant, le fait qu'on ait un peu cette dualité et que de temps en temps on soit un petit peu rentré dedans, mais en tout cas ça a permis de vraiment avancer les choses, et je pense que chacun fait un petit peu un pas vers l'autre. Et du coup, je pense que le rapport en sort gagnant en fait de cette confrontation. On a auditionné, il y a eu un peu plus de 80 auditions, auditionné à la fois l'ensemble des acteurs autour de la mobilité, à la fois des associations d'usagers, des associations pour la gratuité, différentes collectivités. On avait envoyé aussi un questionnaire sur l'ensemble des collectivités qui avaient mis en place la gratuité, celles qui étaient en train de la mettre en place, et puis celles qui avaient renoncé, y avaient réfléchi, avaient renoncé, parce que c'était aussi intéressant d'avoir ce retour-là. Plusieurs auditions aussi sur l'étranger. Bien sûr, la ville de Tallinn et l'Estonie, qui va devenir le premier pays, enfin maintenant avec le Luxembourg, à avoir la gratuité totale. Également sur l'Italie, la Suisse, qui avait des exemples de gratuité partielle.
un certain nombre d'auditions et de balayages assez larges, et puis un questionnaire aussi qui avait été mis en ligne, qui permettait à chacun de pouvoir répondre à la fois à un petit questionnaire, et puis aussi de venir contribuer, parce que ça nous paraissait important aussi que chacun puisse venir contribuer. Pour vous dire, c'est que ce questionnaire qui était en ligne a eu 10 500 réponses, ce qui était le record au Sénat. Je crois qu'il y a peut-être la question des 80 km/h qui a dû faire à peu près autant. Mais pour dire que ces questions de mobilité, de déplacement et ces questions de gratuité, c'est quelque chose qui touche tout le monde et en tout cas qui intéresse. En voir la salle ce soir, je pense que voilà, on a encore une nouvelle preuve. Quand on a démarré cette étude, moi je tenais beaucoup à ce que justement on aborde, avant de rentrer dans le technique, dans le financier, de savoir comment on faisait, comment on pouvait faire, de vraiment avoir aussi un aspect plus philosophique sur la notion de gratuité. Qu'est-ce que ça voulait dire gratuité? Parce qu'on voit souvent que quand on dit gratuité, on nous dit bah non, il y a toujours quelqu'un qui paye, moi je suis farouchement opposé à la gratuité, il faut au moins qu'il y ait un petit quelque chose pour qu'on se rende compte. Et donc cette question de la gratuité, je trouve, était intéressante. On avait fait venir aussi des philosophes, des sociologues pour parler de cette notion. Et puis surtout aussi pour se dire, voilà, est-ce que la mobilité, le déplacement, le fait de pouvoir se rendre là où on veut, est-ce que c'est quelque chose d'universel? Est-ce qu'on doit se dire que notre société doit permettre ça à tout le monde, et chacun de la même manière, comme on l'a fait pour la santé, comme on le fait pour l'éducation? Et donc voilà, de se poser la question, se poser aussi la question de se dire, la gratuité, oui, justement, pourquoi plutôt les transports, alors qu'on a aussi la gratuité sur les bibliothèques, sur les musées, sur la culture. Il y a même eu des discussions sur certaines communes sur la gratuité pour les obsèques, qui est aussi un sujet, la gratuité aussi de l'eau, qui est aussi un sujet important. Et donc d'aborder aussi cette question de gratuité. Mais c'est vrai que cette question des mobilités, puis ça a été dit en préambule tout à l'heure, on a quand même une urgence climatique et une urgence sociale, et que la mobilité est quelque chose, je le disais avec le questionnaire qui a rassemblé 10 500 personnes, c'est un exemple, mais moi dans mon secteur, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur différentes villes, même beaucoup d'élus ont été surpris, parce qu'à chaque fois, c'est cette question de mobilité qui arrivait comme préoccupation première des habitants, au-delà de l'emploi, bien avant les questions d'emploi, de santé, d'accès à la santé, etc. Pourquoi? Parce que quand on est en zone soit périurbaine, soit rurale, quand on n'a pas la possibilité de se déplacer, on n'a pas accès à l'emploi, on n'a pas accès à la santé, etc. Et donc on voit que c'est quelque chose de particulièrement fort et de particulièrement prégnant de cette question de la mobilité. Et donc voilà, la gratuité sur les transports nous paraissait particulièrement important. Je parlais de rendre la mobilité comme un service universel et qu'on pouvait se rendre à tous. J'ai envie de citer Albert Jacquard. Alors, je ne vais pas le citer en entier parce que je n'ai pas retenu l'ensemble, mais sur ce qu'il a pu dire, que je trouve était assez intéressant. Pour la petite histoire, c'était quelque chose que moi j'avais souhaité. Dans la première mouture du rapport, on avait mis dans ce rapport, pour vous dire que les équilibres politiques ne sont pas toujours très faciles et que c'était peut-être un peu trop osé. Et donc on a été obligé de l'enlever du rapport. Mais en fait, Albert Jacquard disait, il prenait l'exemple de Paris, et il disait, si on peut se promener dans les rues de Paris, si même on peut utiliser la voiture de manière fluide, alors c'est pas toujours le cas, mais en tout cas si on peut se promener dans les rues, si on peut faire du vélo, si on peut utiliser l'espace public, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui descendent sous terre, qui vont prendre le métro, et toute cette vie sous terre qui fait qu'on se déplace, et que ces gens-là qui ont fait cet effort, ce choix-là de prendre les métros, de prendre les transports en commun, ils disaient clairement, non seulement on ne devrait pas les faire payer, mais on devrait peut-être même les payer, ou en tout cas les rétribuer pour le service rendu à la société. Donc c'était quelque chose peut-être un peu osé, c'est pour ça qu'on n'a pas pu aller jusqu'à le mettre dans le rapport sénatorial, mais je trouve que c'était intéressant d'inverser en fait cette vision des choses. On a la même réflexion sur
je parlais d'espace public, mais sur les routes, c'est vrai que l'ensemble, et ça c'était aussi un choix politique, hein, puisque la gratuité c'est d'abord aussi un choix politique, sur les routes, on a fait ce choix que l'ensemble des infrastructures, je mets de côté les autoroutes, soient payées par l'ensemble de la collectivité. Alors bien sûr, il faut prendre sa voiture ensuite pour les utiliser, ou son vélo, mais en tout cas, l'entretien, le fait que ça soit déneigé, le fait qu'on ait de nouvelles infrastructures, c'est payé par l'ensemble et pas uniquement par l'usager. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement admis. Donc on peut se dire, pourquoi on n'aurait pas également cette démarche sur la question des transports. Pour aller peut-être juste vous parler en fait des différentes recommandations qu'on a pu faire sur ce rapport. Je l'ai dit au début, il y avait une première recommandation qui était vraiment de dépassionner le débat, puisque c'est ce qu'on a vu quand on a commencé, et puisque je pense, vous pouvez voir quand on parle de gratuité, on a des idées préconçues, des idées toutes faites, souvent on vient un peu en opposition comme ça entre les pro-gratuités, les anti-gratuités, et qu'il y avait vraiment cette nécessité de dépasser ce débat, et de poser les choses aussi, de dire que, ben oui, c'est clair, c'est admis, la gratuité, les préjugés qu'on pouvait avoir, on entend souvent en disant, mais s'il y a la gratuité, on va avoir plus d'incivilité dans les transports. Ben maintenant, on sait très bien que c'est pas vrai, que c'est même l'inverse. Le maire de Dunkerque nous l'expliquait, en fait ils ont même moins de dégradation sur leur taux de renouvellement de sièges, de banquettes est moins important depuis qu'il y a la gratuité. Mais à l'inverse, on entend aussi sur la gratuité de dire bah, il suffit de supprimer les contrôleurs, de supprimer les guichets, on va faire une économie qui sera suffisante pour payer la gratuité. Ça aussi, on peut dire que ce n'est pas tout à fait la réalité, que ce n'est pas le même ordre de grandeur en termes de coûts, et autour d'expérience. L'exemple de Dunkerque, du coup, est intéressant, même si Dunkerque est très particulier, puisque l'usage de la voiture était très important, l'usage du vélo, à l'inverse, très faible, mais ça montre qu'il faut qu'on ait ce regard, et quand on met en place la gratuité, d'avoir ce retour et, à court, moyen et long terme. Et donc on a fait cette proposition de créer un observatoire. C'est ce qu'avait lancé Dunkerque, et de se dire il faudrait qu'on ait un observatoire à l'échelle du pays, pour avoir aussi cette veille sur la gratuité. Une autre recommandation qui me paraît particulièrement importante venant d'un territoire rural, qui était justement dans cette réflexion de la gratuité, quand on veut mettre en place la gratuité, d'intégrer les territoires ruraux. Et d'avoir cette réflexion avec les territoires périurbains et les territoires ruraux, et de faire attention à ce qu'on ne crée pas une fracture, je dirais, encore plus grande, avec des territoires qui n'ont souvent pas de transport en commun, et puis des territoires, des métropoles qui auraient l'ensemble des transports et à qui on dirait en plus on vous les met gratuits. Et donc ça, c'est à la fois dans l'explication, puisque bien sûr que cette gratuité des transports dans les métropoles, elle va bénéficier pour les ruraux, mais aussi de dire que la gratuité peut être un outil pour le transport et pour la mobilité dans les territoires ruraux. On a certains exemples qui ont été mis en place. Une communauté de communes, par exemple, à côté de la métropole de Nancy, qui avait un système de rabattement pour aller vers la métropole qui fonctionnait très mal, avec, je crois, 20 000 personnes transportées par an. Ils ont réfléchi, ils ont revu leur système, ils l'ont mis gratuit, et ils sont aujourd'hui à 400 000 personnes transportées vers la métropole de Nancy, qui, elle, est restée payante, mais de dire, et là, par contre, avec un impact sur l'utilisation de la voiture très forte. Et donc, on voit que la gratuité, même sur les territoires ruraux, peut aussi avoir un impact, en tout cas, dans le changement des habitudes. Un autre aspect qui était de penser la gratuité totale comme l'outil d'une politique globale, et de pas se faciliter les choses en se disant voilà, je vais mettre en place la gratuité et c'est ma politique des transports. Non, la question de la gratuité, elle doit vraiment se voir sur un ensemble, et c'est surtout l'exemple là-dessus de Dunkerque, tout à l'heure on aura me paraît particulièrement pertinent, parce qu'il y a vraiment eu une réflexion de l'ensemble, à la fois en termes d'aménagement du territoire, d'aménagement urbain, de comment on redonne envie d'utiliser les transports en commun. Et puis la gratuité, le maire de Dunkerque le dit, c'était un peu la cerise sur le gâteau, c'est ce qui est venu en fait couronner le tout, mais ce n'était pas une politique en soi, c'est s'intégrer dans une politique beaucoup plus globale.
Autre chose qui était de sortir aussi, souvent on entend l'opposition entre gratuité et développement de l'offre. C'est évident qu'il n'y a pas d'offre, il ne peut pas y avoir de gratuité, et qu'on doit bien sûr réfléchir à ce développement de l'offre, et que c'est souvent une des problématiques, parce que moi je dis souvent que le problème de la gratuité, c'est que ça fonctionne. Et donc comme ça fonctionne, on va attirer plus de gens dans les transports en commun, et donc il va falloir avoir cette réflexion, comment on fait en sorte que ce plus de gens qui viennent dans les transports en commun, on puisse les accueillir, et du coup on puisse augmenter cette offre. Ensuite, je vais aller assez vite sur... bien sûr, la question de la gratuité pose la question du financement. Puisque en France, on a une particularité, c'est qu'on a 3 types de financement sur les transports, avec le financement public, la part des usagers, la billetterie, et puis le versement transport, maintenant les versements mobilité, qui est payé par les entreprises. Et donc on fonctionne comme ça. Donc c'est sûr que quand on enlève la part des usagers, il faut trouver quelque chose pour compenser cette part-là, si on veut continuer justement à développer l'offre. Donc là, on a fait quelques propositions sur des types de financement, sachant que, voilà, dans une mission sénatoriale, on n'a pas trouvé un accord complet. Donc en fait, ce sont juste des pistes. Il y a eu un accord qui est plus général sur la question de la mobilité, c'est de revenir à un taux de TVA à 5,5 sur l'ensemble des transports. Ça commence en tout cas à faire son chemin. On a encore eu des amendements qui ont été déposés sur le projet de loi de finances qui ne sont pas passés, mais en tout cas, il y a une vraie réflexion et qui est une manière aussi, du coup, de financer les transports. Et ensuite, on a d'autres aspects qui ont été réfléchis. On a la question du péage urbain, qui a beaucoup été discuté, décrié aussi, puisqu'on fait payer que certains. Et je trouve qu'il, du coup, peut prendre du sens avec la gratuité, puisque à la fois, on va faire payer des gens en leur disant si vous prenez votre voiture, ça va vous coûter plus cher, mais on offre une vraie possibilité avec des transports et avec cette gratuité. Donc l'un dans l'autre peut du coup plus facilement fonctionner. Après, il y avait d'autres choses sur la taxe sur le foncier et sur la plus-value foncière, puisqu'on sait que quand on met en place un réseau de tram, un réseau de transport, on va créer une plus-value foncière, on va donner de la valeur à des bâtiments. Et donc il peut y avoir cette possibilité-là. C'est des choses qui existent dans certains pays et qui sont mis en place dans certains pays, même qui sont mis souvent en amont, quand on réfléchit à un réseau de transport. Il y a aussi la question des stationnements, et notamment du stationnement sur les centres commerciaux, qui n'est pas de faire payer le stationnement, mais de faire payer les centres commerciaux sur cet espace de stationnement, avec la logique aussi de dire que ces centres commerciaux qui du coup développent du stationnement assez important ont un impact très fort sur les centres-villes, sur l'attractivité des centres-villes, et donc c'est pas complètement idiot qu'il y ait cette participation-là pour pouvoir aider justement à une meilleure attractivité des centres-villes, et en passant par la gratuité. Et puis pour terminer, il est important de vraiment penser la gratuité à long terme, et d'avoir cette réflexion, parce que comme je le disais tout à l'heure, on peut mettre en place la gratuité, on peut arriver à quelque chose qui va saturer le réseau, parce qu'il n'y a pas eu d'adaptation, et puis par la suite, en fait, faire le chemin inverse, parce que les gens, forcément, s'il y a moins de confort, s'il y a moins si le fait de prendre des transports est moins agréable, vont revenir à la voiture, à d'autres systèmes. Donc il faut aussi avoir cette vision un peu plus large sur l'adaptation de l'offre. Et puis d'une manière plus globale, je pense que toutes les villes qu'on a pu rencontrer, en particulier l'Île-de-France, Paris, mais c'est la même chose sur Lyon, je pense que c'est la même chose chez vous, c'est qu'on a une explosion de la demande en termes de transport et de mobilité, et que, je prends l'exemple de l'Île-de-France, ils ont des projections à 30% d'usagers supplémentaires dans les années à venir, et en gros personne ne sait comment financer cette offre supplémentaire pour répondre en fait à ces nouveaux usagers. Et donc on voit qu'on ne va pas pouvoir continuer longtemps avec ces types d'aménagements et d'urbanisme qui en fait poussent à toujours éloigner à la fois l'habitation et le travail, à créer toujours plus de trajets. Quand un Parisien passe quasi 4 heures par jour
dans sa voiture ou dans des transports en commun, on voit bien qu'on arrive à quelque chose qui ne fonctionne plus. On le voit d'autant plus avec les grèves justifiées actuellement, mais qui montrent quand même que l'aménagement de notre territoire a quelques faiblesses. Et donc il faut aussi, si on a un droit à la mobilité, on a aussi un droit, il doit y avoir une réflexion à la démobilité, et de réfléchir en termes d'aménagement du territoire, en termes de relocalisation. Et là, je pense qu'il y a un vrai travail à avoir entre les métropoles et puis les zones périurbaines ou rurales, notamment autour de l'alimentation, comment on peut relocaliser des emplois et comment on peut faire en sorte qu'on se déplace moins, mais on se déplace de manière plus choisie et plus voulue. Voilà globalement je dirais en quelques mots ce qu'on a pu ressortir sur ce rapport et ces questions des mobilités. Peut-être juste pour terminer et pour faire par rapport à votre réseau et à la situation de Saint-Étienne, c'est vrai que ce qu'on a pu voir sur l'ensemble des 30 villes qui ont été, avec Dunkerque qui est la plus grosse, avec 200 000 habitants, on a quand même des caractéristiques sur ces villes qui ont mis en place la gratuité, qui est qu'à la fois elles ont un réseau simple, c'est-à-dire que des bus, et pas bus, tram, métro, etc. Donc c'est vrai qu'on n'a pas d'exemple avec les transports multiples. Que c'est plutôt des petites villes, puisque Dunkerque 200 000, mais sinon c'est de l'ordre de 60, 80 000, même des plus petites, on a Gap, on a d'autres villes beaucoup plus réduites. Et puis surtout une caractéristique, c'est que la part des usagers était très faible, et souvent avec des réseaux au départ qui étaient très peu utilisés. Comme ils étaient très peu utilisés, on avait très peu de recettes, donc je dirais que là la gratuité avait tout son sens, puisque on avait très peu en fait à compléter, et au contraire on avait un vrai effet pour booster ces transports. Donc ça c'est vrai que c'est un peu la caractéristique qu'on a pu voir sur l'ensemble des 30 villes qui ont mis ça en place. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire ailleurs, je pense qu'il y a des vraies réflexions. Il y a plusieurs villes, il y a eu Tours récemment, Grenoble aussi qui réfléchit, Saint-Étienne, qui sont des agglomérations de taille similaire. Moi je pense que c'est clairement possible, qu'après il faut le faire peut-être de manière progressive. Et alors ça peut passer soit par de la gratuité partielle, par tranche d'habitants, les jeunes, etc. Moi il me semble qu'il y a une solution qui me paraît plus intéressante, qui est notamment de commencer par une gratuité. Ça peut être le week-end, ça peut être des jours de fête ou des choses comme ça, mais en tout cas la gratuité sur le week-end, parce que ça a l'intérêt d'agir sur l'ensemble de la population et de vraiment voir ce qui se passe sur l'ensemble de la population. En général, le week-end, c'est là où on est un peu moins de gens qui sont transportés, donc ça permet de pouvoir le faire plus facilement. Et ça permet d'avancer en étapes. Et ce qu'on peut voir sur l'ensemble des villes qui l'ont fait, ça a été le cas de Dunkerque, ont commencé par des gratuités partielles, par de la tarification sociale. Je vais passer vite, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que la tarification sociale souvent ne fonctionne pas très bien, et en tout cas a du mal à trouver son public. Et donc le fait d'avancer comme ça de manière progressive permet d'aborder ensuite la gratuité totale de meilleure manière. Voilà pour terminer. Moi juste une chose, je pense qu'il faut en fait oser et pas avoir peur d'oser. C'est vrai qu'il y avait un sénateur qui disait ça dans la mission. Il disait, c'est vrai qu'il y a quelque temps, quand on parlait de sécurité sociale, quand des gens sont réunis pour dire tiens, on pourrait rendre la santé gratuite, et tout le monde les regardait en disant mais ils sont complètement fous. Et puis l'idée a fait son chemin et puis on y est arrivé. Alors maintenant il faut se battre pour que ça reste gratuit. Mais je pense que du coup on ne doit pas s'interdire de réfléchir sur des sujets comme ça et d'oser, de pousser ces idées-là et de le faire de manière progressive. Voilà, merci.